présentation, le service de vidéo numérique du ministère des Transports, présenté par M. Paul Bergeron du ministère des Transports et James Léveillé de DMR Fujitsu. M. Paul Bergeron est agent de recherche et de planification socio-économique au ministère des Transports. Il est titulaire d'un baccalauréat en statistique obtenu à l'Université Laval en 1984. Spécialiste et leader au ministère des Transports dans le domaine des données routières, M. Bergeron est pilote de système et coordonnateur du Bureau de Québec du service de la géomatique. Depuis plusieurs années, il a contribué au développement de systèmes d'information au ministère des Transports. Il a aussi participé au déploiement de nouvelles technologies en géomatique appliquées au transport. M. Bergeron est constamment préoccupé par l'amélioration de l'efficacité de son domaine d'activité. L'utilisation plus répandue d'outils géomatiques en gestion routière a constitué une avancée significative de cette recherche d'efficacité accrue. M. James Léveillé est directeur associé chez DMR Fujitsu. Il est titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en géomatique obtenue à l'Université Laval. M. Léveillé travaille depuis 1994 en analyse et en développement de systèmes d'information géographique. Associé chez Intellect Géomatique de 1996 à 2008, il devient ensuite directeur associé de l'unité d'affaires gestion du territoire et géomatique chez DMR Fujitsu, où il est aujourd'hui gestionnaire de compte spécialisé en solutions open source et développement mobile. Messieurs. Merci. Juste attendre que la présentation apparaisse. Merci, M. Lessard. On va se partager la parole, mon grand collègue et moi, à peu près à mi-chemin. Puis vers la fin, on va pouvoir prendre les questions s'il y en a. À la fin de la rencontre, s'il y a des gens qui ont plus de questions détaillées, si le temps le permet, si le temps ne le permet pas, on va pouvoir répondre en différé ou à des périodes de pause. Voici le plan de la présentation, un court objectif, le contexte, la pertinence et l'intérêt du service vidéo numérique du ministère, une démonstration et des fonctionnalités principales qui ont été développées. On a mis l'emphase sur les éléments clés qui peuvent vous intéresser parce que ce service vidéo-là n'est pas accessible à l'externe. Donc, on met l'emphase sur ce qui peut intéresser des gens dans leur organisation à ce niveau-là en termes d'éléments clés. Donc, principes de base, les données sources, un peu de volumétrie, les principaux composants et quelques statistiques d'achalandage, des perspectives d'évolution et une brève conclusion. L'objectif est court, c'est de vous faire connaître le service et ses aspects clés pour vos organisations. La mission du ministère, c'est d'assurer sur tout le territoire la mobilité durable des personnes et des marchandises par des systèmes de transport efficaces et sécuritaires qui contribuent au développement du Québec. Le ministère est très réparti sur le territoire. Il y a beaucoup d'unités administratives centrales. Il y a 14 directions territoriales ou que les gens appellent régionales. Il y a 60 centres de services. Il y a un réseau routier. Le réseau routier sous notre responsabilité, c'est le réseau routier principal. Il y a plus de 30 000 km de route. Cette année, en 2010-11, l'ampleur des travaux totalisait 3,5 milliards de dollars. Le contexte aussi se complète par le fait qu'au ministère, il faut investir beaucoup en technologie pour accroître l'efficacité de l'organisation, surtout en cette période-ci d'augmentation des investissements. L'imagerie croît en importance et depuis un bon bout de temps. C'est maintenant intégré dans nos activités courantes et ça suppose aussi des volumes de stockage très élevés. Juste pour vous donner un peu de perspective, j'ai listé ici l'historique sommaire de l'évolution de l'imagerie routière au MTQ. Ça remonte au début des années 80 où on utilisait des captures analogiques à tous les, je crois que c'était aux 50 mètres, mais c'était confiné, très peu accessible. Puis ça a subi beaucoup d'évolution au gré de l'évolution technologique, jusqu'à aujourd'hui où maintenant on diffuse, accessible à tous les employés internes, un service vidéo numérique qui est en ligne depuis 2008,
Puis on a fait des améliorations récentes en 2011. La pertinence et l'intérêt du service, c'est que c'est en soutien aux activités opérationnelles et techniques. Ça contribue à l'optimisation des ressources. Ça facilite de nombreuses opérations au ministère, de la validation de données, de l'identification de changements historiques aux infrastructures, la planification d'activités, que ce soit pour planifier des relevés sur la route ou d'autres activités. Ça permet aussi de faciliter des règlements de réclamation quand on se fait dire bon, la route était comme ci, comme ça, l'infrastructure, les éléments. Nous, avec des données historiques, on est capable d'avoir une donnée qui permet de supporter nos dires. Puis il y a beaucoup d'autres utilisations. C'est juste une liste variée. Les principaux bénéfices, c'est des meilleures données. C'est la complémentarité avec les bases de données courantes de nos systèmes d'information. On diminue nos déplacements, on réduit les entraves. Ça a l'air de rien, mais sur une autoroute, même loin de la chaussée, quand on fait des relevés, ça gêne la circulation parce que les gens sont curieux et ils regardent. Donc, il faut être le moins possible sur la chaussée ou près de la chaussée. Ces imageries-là sont exploitables en toute saison. C'est très sécuritaire, évidemment. Et puis, c'est simple et fiable. C'est un des concepts principaux du service. Ici, je vais vous faire une brève démonstration. Ça va être un clip animé. J'ai mis dans la présentation à des fins de rappel visuel un petit peu l'interface. Ici, j'ai mis un exemple du pont de Québec en bordure du fleuve en allant en direction ouest. Puis on peut voir que le service permet de défiler des images comme si on y était. Si tu permets 2 secondes. Ici, il y a un clip d'une session qui rend un peu mieux justice au rendu pour les employés au travail. Ici, le premier appel, c'est un appel par une interface cartographique qu'on appelle SIG Express. Là, ici, ce qu'on fait, c'est que dans la démo, on cherche un point par une fonctionnalité de recherche. Ça ne fait pas partie du service vidéo, mais c'est juste pour vous mettre en contexte. On cherche la route de l'aéroport à Québec. Puis là, le système nous offre des solutions. On exploite les données d'adresse Québec par les numéros de porte, les numéros civiques. Là, ici, on zoome. Je vais faire une pause ici pour vous montrer que dans le fond de carte, il y a des données d'adresse, de tranches d'adresse et des odonymes qui nous permettent de bien se repérer. Ensuite, on peut, par exemple, interroger la carte, mais ce qui est important ici, c'est d'illustrer la couverture spatiale du service vidéo. C'est de couleur fuchsia ici, bien qu'il peut y avoir plusieurs relevés au même endroit. Ici, ce qu'on couvre, c'est essentiellement les routes à notre gestion. Vous voyez ici, il y a un aperçu qui nous donne une idée, là où est le curseur, qu'est-ce qu'il y a comme aperçu de l'image. Puis ensuite, on peut appeler le service et ici, on peut, par exemple, changer de direction pour avoir une imagerie dans l'autre sens, ce qui est très commode là, du point de vue de la navigation. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est avec l'interface cartographique, on peut aussi naviguer dedans. Il y a des informations textuelles dans le haut, en particulier, par exemple, l'odonyme de la route, des tranches d'adresse et de l'information de localisation qui est très commode. Ce service-là, maintenant, vous voyez, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on défile l'imagerie en continu. Puis, pour les utilisateurs, c'est bien commode parce qu'ils peuvent aller avant, arrière, naviguer. Donc, il y a beaucoup de fonctionnalités de navigation dans l'interface qui ont été développées. Pour plus de détails, remarquez ici, les tranches d'adresse vont changer en fonction de l'emplacement où l'imagerie est rendue. On peut aussi changer de vue de caméra. Ici, il y a un changement pour la vue gauche. On était à la vue droite précédemment. Ici, c'est la vue droite. Et on clique, puis on peut visualiser la vue de la caméra gauche ici. On va voir plus de détails plus loin. Permettez.
retour à la présentation. Donc, je vais laisser mon collègue James faire la suite et je vais revenir pour la conclusion. Je vous remercie. Merci, mon petit collègue. Ouais. Alors, bonjour. Comme Paul le mentionnait tout à l'heure, je vais parler d'entrée de jeu des éléments clés de la solution, un petit peu plus le volet technique de la solution. Alors, ce qu'il faut savoir d'entrée de jeu, c'est que la solution qu'on voulait mettre en place, on voulait que ce soit une solution interopérable, donc qui puisse être exploitée par les différents systèmes de mission du ministère. On voulait aussi que la solution puisse être appelée autant d'une interface graphique, d'une interface géographique que descriptive. Ici, on voit, j'ai tout simplement mis des exemples d'appels où j'ai, par exemple, ici, un document cartographique dans lequel j'ai un menu contextuel qui s'affiche, et c'est dans le menu contextuel que je vais avoir accès à la solution de vidéo numérique. Dans le deuxième exemple, c'est dans un formulaire, donc dans un environnement descriptif. Les données sources qui sont utilisées ou la mécanique qui est utilisée pour faire le relevé, alors c'est les technologies Geo3D de Trimble qui sont utilisées. Les relevés se font sous forme de vidéo numérique. Alors, je m'explique. À bord du camion, Paul mentionnait tout à l'heure qu'on avait une vue gauche et droite. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur chacun des camions, il y a deux caméras qui sont positionnées à l'avant, une légèrement tournée vers la gauche, l'autre légèrement vers la droite. Et on a des prises de photos qui sont faites simultanément par les deux caméras à chaque 5 mètres. En même temps qu'il y a une prise de photo, on a aussi un capteur GPS qui prend la position GPS. Donc, le relevé est couplé avec une trace GPS et une plateforme inertielle. Pourquoi? Tout simplement que s'il y a une perte de signal GPS, on peut compenser avec la plateforme inertielle. Et le senseur qui est positionné sur l'essieu avant du véhicule permet tout simplement de calculer la distance entre chaque prise d'image. On ne voulait pas y aller par période de temps, tout simplement parce que si on s'arrête à une lumière, on comprend qu'on va prendre une série de photos qui ne donnent strictement rien, ils vont toutes être pareilles. La solution dans son ensemble, si on regarde, si on fait un état de situation aujourd'hui, juste en vidéo numérique, on a 18 Tera de données qui sont stockées et on a une augmentation d'environ 6 Teraoctets de vidéos par année. La moyenne de chaque relevé est d'environ 1 gig, donc 2 vidéos d'environ 500 MB. Un relevé, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un relevé, Paul, tu me corrigeras si je me trompe, mais un relevé peut avoir de quelques kilomètres à quelques dizaines de kilomètres. Donc, les gens, lorsqu'ils partent sur le terrain, vont partir les caméras, le capteur GPS, et ils vont rouler comme ça pendant un bon bout de temps sur plusieurs dizaines de kilomètres. Et il y a des vidéos qui sont prises à chaque 5 minutes, à chaque 5 mètres. Et chacune des deux caméras va enregistrer l'ensemble des images dans un AVI. Donc, à la fin de notre parcours, on va avoir une vidéo par caméra, des points GPS et quelques autres fichiers là, de données secondaires, je dirais. La base de données, on parlait de relevés tout à l'heure, on est rendu à environ 18 000 relevés pour environ 35 000 vidéos. Alors, on comprend que ce n'est pas tout à fait 2 caméras qui étaient actives à chaque relevé. Donc, 35 000 vidéos. Chaque vidéo a en moyenne 1600 images. Les points GPS, on a une base de données qui stocke environ 30 millions de points GPS et on a de l'information sur chacune des images de chacun des vidéos, soit environ 55 millions d'images. Les principaux composants de la solution, on a un module de chargement, donc qui prend l'information brute qui arrive du camion et qui va traiter cette information-là. Par exemple, pour générer graphiquement des objets
géométriques qui décrivent qui sont bâtis à partir des traces, des positions GPS des relevés, donc les éléments géométriques de la trace. Et il y a un gros traitement aussi qui se fait lors du chargement pour préparer les données descriptives. Pour chacune tout ça dans le but d'optimiser le service web, il y a une grosse phase de pré-traitement qui est faite lors du chargement pour géocoder chacune des images au tronçon de réseau routier auquel la prise d'image appartient. Alors, ça peut sembler simple a priori comme ça, mais si on regarde un exemple très très simple de deux lignes qui se croisent, lorsque je fais un relevé, ce n'est pas nécessairement la route la plus près de la prise de photo. Le géocodage ne se fait pas nécessairement sur cette route-là. Il ne faut pas attraper les routes qui se croisent. Dans les bretelles, c'est encore un petit peu plus complexe. Le service web, proprement dit, on a un service web de consultation des images avec différents modes d'appel. Et on a une interface graphique qu'on appelle la visionneuse qui intègre différentes fonctionnalités permettant l'exploitation du service web et de toutes les données qui sont emmagasinées. Si on regarde certaines statistiques d'utilisation, donc dans les 3 derniers mois, il faut se rappeler que c'est une solution qui est utilisée à l'interne. On a eu environ 2800 visites par mois. Chaque visite dure environ 14 minutes, donc 14 minutes de consultation. Et par mois, on a environ 650 appels au service. La performance du service web lui-même, le temps de traitement d'une requête est d'environ 0,1 seconde. Alors là, il faut bien comprendre tout ce qui est fait en 0,1 seconde, c'est-à-dire que le service reçoit la requête via un URL, décortique les différents paramètres de la requête, va faire une requête à la base de données pour trouver le bon fichier AVI, en fait pour connaître le nom du fichier AVI où l'image est contenue, plus d'autres informations descriptives qui vont être rajoutées dans l'image. Le service va les lire, le fichier AVI, va en extraire la bonne image, va redimensionner l'image. Le format le plus courant, c'est 600 par 450 pixels, va aussi changer un petit peu la résolution de l'image, va la compresser, mais sans absolument aucune dégradation à l'œil nu, va ajouter dans l'image de l'information des métadonnées. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font en 0,1 seconde. Les perspectives à venir, je vais redonner la parole à Paul. Merci, M. James. Les perspectives d'amélioration, donc on est dans la phase 3 de la séquence d'amélioration présente. Là, ici, ce qu'on va vouloir faire, c'est afficher des paires d'images, par exemple, en 2 temps différents ou une vue droite, une vue gauche, qui vont faciliter et compenser le fait que ce n'est pas des images complètement intégrées comme ce qu'on a dans Street View là, de Google. Faire des ajustements des couleurs à la volée, technologiquement parlant, c'est un défi de la part des développeurs de réussir à faire des ajustements avec une application web. Ça va être aussi d'améliorer un peu l'ergonomie d'interface, supporter plusieurs références spatiales pour les coordonnées, puis de faire une meilleure intégration des données descriptives de localisation avec les données d'adresse Québec, qui nous permettent de bien se repérer autrement qu'avec le mode de référence que le ministère utilise, qui est peu connu par les gens à l'externe, mais qui est beaucoup connu par les gens à l'interne. Donc, c'est de rendre plus intelligible des références de repérage descriptif. Puis, par la suite, et en continu, ce qu'on fait, c'est qu'on le déploie graduellement dans des systèmes qu'on appelle de mission, par exemple. Les exemples que James a présentés tout à l'heure, c'était dans une application qui gère la signalisation routière. Il y en a qui existent dans des applications plus techniques. Donc, c'est commode de pouvoir référer aux images qui existent sur le réseau routier, autant historiques qu'actuels. En termes d'éléments de conclusion, nous, on considère que c'est un projet novateur parce que
il y a beaucoup de bénéfices pour les utilisateurs. Au dire de la firme Geo3D Trimble, ils n'ont pas vu d'équivalent déployé, et puis ils ont des clients un peu partout en Amérique du Nord. Il y en a aussi en Europe, là, je crois, mais c'est plus en Amérique du Nord. Il y a un excellent rapport performance par rapport au volume de données dont on a mentionné tout à l'heure. C'est des fonctionnalités évoluées qui nous permettent de respecter aussi la bande passante pour ne pas mettre une pression forte sur l'infrastructure technologique interne. Il faut comprendre aussi que la majorité des utilisateurs sont en territoire, puis le réseau étendu de télécommunications est pas l'équivalent, par exemple, de ce qu'on a à la maison à 100 mégabits. Un des éléments importants aussi, c'est qu'il y a un assemblage de services bénéfiques. Par exemple, vous avez vu dans l'interface, on appelle un composant web qui est une carte qui permet d'interagir et il y a aussi des intégrations d'autres services, comme par exemple ce que je vous expliquais, d'aller chercher des noms de route, tranches d'adresse. C'est d'autres services qui se font dans des délais très courts. C'est interopérable, donc complètement indépendant des applications qui appellent le service. Puis l'intégration est beaucoup facilitée par le fait que la donnée est spatiale, donc l'appel se fait par des coordonnées spatiales. Puis le service est conçu pour être efficace aussi avec l'intégration des coordonnées spatiales. Je vous remercie au nom de James et moi-même. Il y a des contributions que je mentionne. Il y a évidemment la technologie Geo3D qu'on a acquis au MTQ qui nous aide à produire les données sources. Il y a eu les équipes de production, les gens du ministère qui produisent ces relevés-là. C'est beaucoup de travail. Ça fait depuis 2004 qu'on relève des images. Donc, il y en a une grande quantité. Là, ça va nous permettre d'enrichir notre banque de données historiques. Il y a des équipes de développement interne et de Fujitsu qui ont beaucoup travaillé à la phase 1 et à la phase 2. Puis aussi beaucoup d'utilisateurs qui nous donnent des feedbacks au gré des développements. Je vous remercie. Merci, M. Bergeron-Léveillé. On aurait le temps pour une ou deux questions, si vous voulez vous présenter au micro. Ou si vous avez une bonne voix. Une bonne voix, pas besoin de micro. C'est bon. Vous avez combien d'utilisateurs et est-ce que c'est strictement gouvernemental? C'est réservé à l'interne actuellement. Évidemment, puisqu'on peut exporter des images, on peut s'en servir dans des rapports ou à nos fournisseurs, nos mandataires. Le nombre d'utilisateurs est en croissance. Actuellement, je l'estime à plusieurs centaines, je dirais 400-500, mais le potentiel, c'est autour de 1000 environ, à l'interne uniquement. C'est beaucoup du personnel technique, ingénieurs, techniciens, professionnels. À l'interne transport uniquement. C'est réservé pour l'instant, puis je ne vois pas la journée où on va l'étendre à cause des contraintes technologiques, mais on pourrait l'étendre, mais ça serait des coûts encore plus importants. Est-ce que ça répond bien? Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Peut-être aller au micro pour que tout le monde puisse vous entendre. Vous nommez aussi? Je voulais savoir, donc votre service s'occupe de la collecte des images essentiellement. Est-ce que vous avez des applications qui utilisent ces images géoréférencées pour en extraire d'autres informations par exemple, ou faites uniquement de la collecte et de la distribution pour consultation? Il y a deux volets à votre question. Je vais répondre en deux parties. La première, c'est que ces données-là qui sont produites par des unités que je qualifie opérationnelles du ministère. L'usage qu'on fait des images, c'est la deuxième utilisation. La première utilisation, c'est pour produire des données routières, par exemple, relever des voies, du marquage, des éléments routiers comme des garde-fous, des lampadaires, des éléments physiques sur la route. La deuxième utilisation, c'est celle dont on a parlé. La première utilisation, c'est pour produire de la donnée routière en sécurité aussi. C'est ce qui est important aussi, c'est qu'on exploite cette imagerie-là localement. Mais pour le service web, c'est une diffusion réseau étendue, mais en deuxième utilisation. Est-ce que ça répond bien?
Oui, oui, ça va. Oui, merci. Oui, une dernière question. Bonjour, mon nom est André Verville. Ma question est, est-ce qu'on a couvert le Québec au complet actuellement? C'est quoi le pourcentage de couverture de l'ensemble du territoire? Puis ensuite de ça, en sous-question, si c'est possible, y a-t-il un programme de recouverture, par exemple? Est-ce qu'on le fait à tous les 2 ans, 5 ans ou quelque chose comme ça? OK. Le taux de couverture actuel est de presque deux fois toutes les routes à notre gestion. Puis on prévoit ne pas dépasser 3 couvertures historiques. Mais c'est uniquement les routes à notre gestion. On a 30 400 km de routes à notre gestion, mais ça inclut toutes les routes, presque toutes les routes numérotées, les autoroutes, les routes importantes sont toutes couvertes dans cette couverture-là. Puis le taux de renouvellement qu'on anticipe, c'est au minimum aux 3 ans. Puis là où il y a des travaux majeurs, on fait des relevés pour avoir une imagerie à jour des routes à notre gestion. Ces temps-ci, par exemple, il y a eu des relevés en juin 2011, ils sont chargés dans le système présentement. Okay. Merci beaucoup. Merci, messieurs. On va procéder avec la conférence suivante.